J'avais à essayer de fixer ce qui se déroulait en moi et qui m'était obscur. Parce que je voulais déchiffrer ce qui, en fait, se révélait impénétrable. Et donc, pendant des années, j'ai vécu ce déchirement. J'étais poussé vers l'écriture et je n'arrivais pas à écrire. Donc, malgré tout, je prenais ces notes. Et ces notes se sont révélées être un journal. Et elles m'ont aidé, bien sûr, à pénétrer en moi. Et très, très progressivement, eh bien, j'ai découvert que l'écriture était pour moi un instrument d'intervention sur moi-même pour essayer, évidemment, de creuser dans ma mémoire et dans mon inconscient. Et pendant de longues années, je n'ai pas su ce que je faisais ni où j'allais. Il y a des moments extrêmement difficiles où l'on peut sentir qu'on frôle le suicide, qu'on frôle même la démence. Parce que parfois, moi, il m'est arrivé, quand la pensée entrait en effervescence, comme ça, eh bien, de sentir que je ne pouvais plus maîtriser ce qui se passait en moi. Et où là, bien sûr, on est en grand danger, mais je crois en même temps que c'est dans ces moments de grande nudité intérieure qu'on accède à une véritable connaissance de soi, dans la mesure où on est dans un état de grande dénudation, de grand dépouillement. Donc j'ai vécu cette aventure en m'appuyant sur l'écriture, en me servant de l'écriture, et je pourrais dire que tout ce que j'ai écrit, que ce soit directement des textes autobiographiques ou des textes par exemple sur des peintres, eh bien tous ces textes ont une unique source qui se rapporte à cette nécessité de la connaissance de soi, la nécessité d'une grande liberté de pensée. Et quand, par exemple, j'ai écrit un peu sur Cézanne ou sur Giacometti, eh bien, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de reconstituer leur démarche et d'essayer de comprendre comment ils en étaient arrivés à produire ce qu'ils avaient produit. Qui vivait à Carouge, là, tout près de Genève, donc, que je suis souvent venu voir et dont je suis devenu l'ami au cours des années. Tout cela a été important. Brand Van Velde était quelqu'un d'extrêmement exigeant, d'une grande intériorité, un homme très silencieux, très seul, qui avait vécu, on peut dire, toute sa vie dans la misère, ce qui l'avait profondément marqué aussi. Il y a eu des belles lectures, donc Krishnamurti, que j'étais allé une fois écouter en 1968 à Saanen. Ça a été pour moi déterminant, parce que dans ses livres, eh bien, voilà, il explore, si vous voulez, toutes les manières qu'on a de s'illusionner, de s'enfermer dans une impasse, enfin, que sais-je. Je sais pas, je suis parfois tout surpris de dire que j'ai lu les mystiques, parce que, quand même, je n'en suis pas un, mais il est évident aussi que les mystiques, enfin, il me semble que les mystiques et un artiste vivent une même aventure qui consiste à essayer d'entrer en dialogue avec soi-même et de vivre ces états de plénitude. C'est évidemment très long. Je sais par exemple que pour former un calligraphe, on dit au Japon qu'il faut 30 ans. Tout ça pour arriver à ce que l'être n'ait plus de vouloir, n'ait plus de pensée, sache totalement s'abandonner et après laisser advenir ce qui doit se produire. Donc
Pourquoi, par exemple, Thérèse d'Avila m'a tellement parlé, parce qu'elle dit des choses essentielles. Elle dit « Sachez vous mettre dans le vrai ». Bon, bien, je crois qu'on a tous à aller vers le vrai. Elle disait aussi « Je ne dirai rien dont je n'ai point la très grande expérience ». Pour moi, j'ai lu ces phrases il y a très longtemps, elles se sont inscrites en moi et elles ont toujours, je dirais, régi mon travail, gouverné mon travail. Un matin d'hiver, je me trouvais dans un train à l'arrêt, en gare de Bellegarde, et une petite fille d'une dizaine d'années était sur le quai. Deux femmes se tenaient près d'elle, et quand celle qui pouvait être sa mère l'a quittée pour monter dans une voiture, cette petite fille n'a eu aucune réaction. Épaules tombantes, bras ballants, elle est restée là, immobile, figée, ne disant rien, ne manifestant rien, sauf que de grosses larmes glissaient sur ses joues et qu'on la sentait perdue dans un abîme de solitude, accablée par une détresse qui la rendait inconsolable. 2 ou 3 ans ont passé depuis ce jour, mais de temps à autre, il arrive encore que réapparaisse en moi ce petit visage en larmes, pétrifié par la souffrance. Voilà, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, beaucoup ému. Un de ces drames qui se passent comme ça, qui sont, voilà, qu'on ne voit pas, mais qui sont assez terribles, quoi. Moi, j'ai le sentiment que le mensonge, il est partout, avant tout dans la politique et même dans le domaine de l'art. Il est présent dans le sport, dans la finance, enfin un peu partout, me semble-t-il. Et que nous avons à essayer de tenter d'être lucides face à tout cela. Et puis à ne pas nous laisser peut-être embarquer dans des idées fausses, dans des convictions fausses. Il est absolument nécessaire, ouais, je crois, d'être d'une très grande lucidité. Et puis de vivre, je crois, en fonction des valeurs qui sont les nôtres quand on est arrivé justement à se dégager de celles qui prévalent dans la société. Puisque maintenant, on sait bien que voilà, c'est la compétition qui prime, c'est l'être humain qui est considéré comme une chose.